Bienvenue à cette exploration des données numériques, aujourd'hui en plonge dans la manière dont l'information est organisée, traitée. Et c'est un sujet crucial, les sources le disent. La quantité de données a été multipliée par 30 en 10 ans. C'est fou, non? Ah oui, c'est vertigineux. Et justement, notre idée ici, c'est de comprendre comment on structure tout ça pour que ça serve à quelque chose, en fait. C'est ça. L'idée de base qui ressort, c'est assez simple, hein. Organiser en tableaux. Mhm. Pas forcément des bases de données hyper complexes, hein, juste des tableaux. Imaginez des lignes pour des objets, genre des élèves, Oui, et des colonnes pour les descripteurs, prénom, classe, âge, ce genre de choses. tout à fait. Et le point important, c'est que chaque petite info dans ce tableau, chaque valeur, elle a un type bien défini. Ça peut être du texte, une chaîne de caractères, quoi, un nombre entier ou à virgule, ou même un booléen, vrai, faux, oui, non. D'accord? Et cette structure, c'est la base, c'est indispensable pour pouvoir échanger les données, et surtout pour pouvoir les analyser après. Justement, l'échange. Les documents parlent de formats de fichiers spécifiques, des formats ouverts. CSV, JSON, XML, c'est ça? Exactement. On commence par le CSV. Oui, vas-y. Alors CSV, ça veut dire Comma Separated Values, même si en France, on utilise très souvent le point-virgule comme séparateur. C'est le plus simple. En gros, première ligne, les noms des colonnes, les descripteurs, puis une ligne pour chaque objet avec les valeurs séparées par ce fameux point-virgule. L'exemple donné, prénom, classe, âge. Il est tout petit, 128 octets. Oui, très léger. Et ça s'ouvre avec n'importe quoi, un tableur, un bloc-notes. C'est parfait pour échanger des données tabulaires simplement. Ok. Et le JSON alors? Le JSON, lui, il utilise des accolades et puis des paires descripteurs, valeurs, genre prénom, Léo. C'est un peu plus lourd, oui, 297 octets dans l'exemple, mais sa structure est super proche de celle des objets en JavaScript. Du coup, il est hyper populaire sur le web pour faire communiquer les serveurs et les navigateurs. Ah d'accord, je vois. Et le dernier, XML alors? Lui, il a l'air encore plus verbeux. Oui, carrément. Le XML, il fonctionne avec des balises comme en HTML un peu. Prénom, Léo, prénom. Ça prend de la place, 584 octets ici. Mais alors, pourquoi on l'utilise? Là, il est plus ancien que le JSON et il a des systèmes intégrés pour définir des règles très strictes sur la structure des données, pour valider que tout est correct. Ça reste utile dans des systèmes d'entreprise un peu complexes ou pour des formats de documents standardisés, tu vois? Mhm. Et JSON comme XML, on peut les voir dans un navigateur web, c'est ça? Oui, souvent ça s'affiche de manière assez lisible. Donc le choix du format, c'est pas juste un détail technique. Ah non, pas du tout. Il n'y a pas un format qui est le meilleur partout. C'est toujours un compromis. La simplicité et la légèreté du CSV ou la flexibilité du JSON pour le web ou alors la robustesse du XML quand on a besoin de règles strictes. D'accord. Et une fois qu'on a ces données bien structurées, dans un format ou un autre, eh bien on peut commencer à les travailler. Et c'est là qu'interviennent les tableurs. Ah oui, les tableurs. Les fameux classeurs avec leurs feuilles de calcul, les lignes, les colonnes, les cellules. C'est ça. C'est hyper puissant pour manipuler les données. Une fois qu'on a importé un fichier CSV, par exemple, ou même si on saisit tout à la main. Alors, les sources, elles mettent en avant quoi comme opération clé? 3 opérations principales ressortent. D'abord, le tri. Ça, c'est la base. Classer les lignes, quoi. Voilà, trier selon une colonne ou même plusieurs, par ordre alphabétique, numérique, croissant, décroissant. Ça permet déjà de commencer à y voir plus clair. Ensuite, le filtre. Ça, j'aime bien. Oui, l'autofiltre, c'est super pratique. Ça ajoute une petite flèche sur chaque colonne et tu peux choisir de n'afficher que les lignes qui correspondent à un critère. Par exemple, tu veux voir que les élèves de 5e 2. Tu sélectionnes 5e 2 dans la colonne classe et hop, le tableur cache tout le reste. Magique. Presque. Comparé à chercher à la main dans une liste immense, oui. Et la troisième opération, c'est là où ça devient vraiment puissant. Les formules et les fonctions pour faire des calculs. Absolument. Tu tapes égal dans une cellule et là le tableur sait qu'il doit calculer quelque chose. Tu peux faire des opérations simples en utilisant les références d'autres cellules, par exemple C2 plus D2. L'avantage énorme, c'est que si la valeur en C2 ou D2 change, Le résultat en C2 plus D2 se met à jour tout seul, automatiquement. C'est ça qui est génial. et il y a aussi les fonctions toutes prêtes. Oui, des fonctions prédéfinies. Par exemple, égale moyenne, et tu lui donnes une plage de cellules. Et il te calcule la moyenne. Il y en a des centaines pour faire des sommes, des statistiques, des recherches. C'est vraiment une boîte à outils très complète.
Donc pour résumer un peu, En gros, bien organiser ces données, c'est pas juste pour faire joli. C'est vraiment la condition pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir poser des questions à ces données, en extraire du sens et puis partager ce qu'on a trouvé. et les tableurs pour ça, c'est un super outil de départ. Oui, pour manipuler ces données une fois qu'elles sont structurées, faire les tris, les filtres, les calculs, c'est très efficace. Comprendre ces bases, la structure en tableau, les formats d'échange comme CSV, JSON, XML, et ce qu'on peut faire avec un tableur, ça donne vraiment des clés pour... Pour mieux naviguer dans ce monde du numérique, oui, que ce soit au boulot ou même pour organiser ses trucs perso. Tout à fait. Et pour ouvrir un peu la discussion, les tableurs, c'est super pour les exemples qu'on a vus. Mais quand on parle de volume de données gigantesques, le fameux big data, Ah oui, là, ça devient une autre histoire. Les principes de structuration, d'interrogation, y restent valables, mais les outils changent forcément d'échelle. Comment on fait quand on a des milliards de lignes? Quels autres outils, peut-être plus basés sur la programmation, prennent le relais? c'est une excellente question pour continuer la réflexion. Exactement. Une piste à creuser pour comprendre comment on gère ces masses d'informations aujourd'hui.